stagiaires de l'école de la deuxième chance, établissement qui se situe à Liévin et qui nous aide à définir notre projet professionnel. Notre stage avait à peine débuté que notre formatrice nous a annoncé que l'on allait réaliser un film sur la prochaine exposition du Louvre-Lens, l'Empire des Roses. Ça allait être l'ennui total. Je pensais pas que ça allait m'intéresser. Au début du projet, j'étais franchement pas très intéressée. Arnaud et Stéphanie sont venus nous présenter l'exposition sur les rois cageurs. Aline est venue nous montrer des extraits de documentaires et puis on est passé à la pratique. Et action. Monsieur, bonjour. On a vu ce qu'était une interview et comment elle se réalisait avec les caméras et les micros. Comment vous appelez-vous? Dylan Slevich. Pouvez-vous me raconter ce que vous voulez faire plus tard? Faut rire là-bas. Viens là, elle prend ma place. Quelques semaines après, nous sommes allés au Louvre. Nous avons découvert le chantier de l'exposition. Normalement, la préparation de l'expo est interdite aux visiteurs avant le vernissage. J'ai été étonné qu'il y ait autant de métiers dans un musée. Je ne savais pas qu'il y avait autant de boulot. Qu'ils construisent en gros une nouvelle pièce dans le musée, juste le temps d'une exposition. Et du coup, ils ont besoin de plaquistes, de plâtriers, de peintres, d'éclairagistes, de monteurs, installateurs. Et ils doivent tout finir avant que les œuvres arrivent. J'ai remarqué qu'ils étaient sous pression parce que le vernissage y approchait fortement. En tout cas, ils s'entraidaient tous pour y arriver. Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? C'est qu'on est en contact avec les œuvres et puis on a le plaisir d'être en contact avec et de les installer et de voir aussi la réaction des gens qui viennent voir l'exposition et ils disent « Ah, c'est bien », et d'écouter la présentation, tout ça. Et c'est toujours bien d'entendre ce que les gens pensent de l'exposition et des œuvres en particulier, du mode de présentation. On ne peut pas avoir un papier sans vague. Mais enfin, sur un petit format comme ça devrait revenir facilement. Sur les grands, ça a du mal à revenir parce que ça fait trop longtemps que le pli. Pas mal, hein? Pas mal. Ça va, je pensais que ça aurait été plus. Il y aurait eu plus de vagues. Étiquette, on a un emballage ou bien... Avec le constat de temps. Tout le monde s'en mêle, oui, entre les collègues d'LP, parce qu'en fait, ça a terminé en Bonjour Florent. Bonjour. Quelles sont vos fonctions au sein du musée?
Alors je fais partie de l'équipe qui s'occupe de tout ce qui va être la lumière et l'éclairage des œuvres dans les expositions ou bien à la scène pour les spectacles au sein du musée. Alors mon rôle, ça va être de mettre en valeur les œuvres pour que le public puisse les apprécier dans les meilleures conditions possibles. Et l'outil que je vais utiliser pour ça, c'est la lumière. Pouvez-vous nous présenter votre parcours pour en être arrivé là? Alors, mon parcours. Alors moi, je n'ai pas du tout de formation qui m'ont amené à faire ce métier-là. Au départ, je faisais beaucoup de sport et j'ai été dans une suite logique en STAPS. Et donc moi, en fait, mon métier, ce serait plutôt éducateur physique et plutôt prof de roller. Il y a eu les interviews avec les créateurs, Mathis l'assistant scénographe, Tiffaine, régisseuse de conservation des œuvres, et Carole Guillaume, l'assistante de la commissaire d'exposition. On n'était pas de simples visiteurs, on était devenus une équipe de reporters. La première fois que j'ai fait une interview, j'ai fait des blancs de fou. Je me suis dit que c'était pas mon truc. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Tiffaine. Je développe un peu plus. Je m'appelle Tiffaine. Je sais pas si... C'est la première fois que vous faites une interview? Non, c'est la deuxième fois. Tiffaine, elle, son métier, c'est régisseuse de conservation des œuvres. Elle s'occupe plutôt de la logistique liée au montage de l'exposition. En fait, on accompagne les œuvres à chaque fois sur un projet de A à Z, du point de départ jusqu'à l'installation, pour l'aller. Et la phase retour, c'est pareil. Quand on démonte une exposition, on accompagne les œuvres du lieu ici jusqu'au lieu de retour de l'œuvre. C'est métaux et étrangers et où... Avez-vous une anecdote sur cette exposition? Alors oui, il y a une petite anecdote. On a deux collectionneurs privés qui sont venus amener eux-mêmes en fait leurs œuvres. Ils nous ont fait découvrir autrement une œuvre d'art, puisque c'est des œuvres d'habitude qui sont exposées chez eux, un tapis sur lequel il y a du mobilier, ce genre de choses. Et en fait, on a eu l'occasion de dérouler avec eux ces œuvres, et certaines en fait ressortaient une odeur d'épices qui était très très forte et qui, comme elles viennent d'Iran, on a senti en fait l'odeur des œuvres et c'est très très flagrant. Je ne pensais pas. Alors Mathis, lui, il est architecte scénographe. Il crée des univers, des ambiances. Il met des œuvres en valeur pour chaque exposition, pour pas désintéresser les visiteurs et pour pas les ennuyer. Des caméliotes bleues, donc toujours un esprit avec l'art persan, avec ses entrées, avec ses portes qui rappellent l'imaginaire qu'on peut avoir. Et Christian Lacroix a voulu mettre dans sa scénographie des tissus. Si l'expo est si remarquable, c'est certainement grâce au travail de Christian Lacroix, la grande personnalité de la couture. C'est lui qui a choisi la position des murs. Il a fait en sorte que l'exposition ressemble à l'intérieur d'un château de l'Empire persan. On peut regarder, on peut voir une des volontés de Christian Lacroix. Ça a été de créer deux axes pour avoir une enfilade d'endroits, d'espaces et d'avoir une grande profondeur. Alors on a eu une collaboration avec Christian Lacroix. Donc lui il était plus sur la partie artistique, moi j'étais plus sur la partie technique. Donc je suis là pour mettre en œuvre en fait avec les entreprises pour monter en fait toutes les salles, tous les projets et tout dessiner pour que la fabrication se fasse avec les prestataires extérieurs. Donc voilà, après il y a plein de métiers, comme là on peut voir l'informaticien en train de mettre les fils pour les dispositifs un peu numériques qu'on voit tout au long du parcours. Et donc on arrive dans des salles très colorées, donc aussi cette volonté d'avoir une couleur très forte parce que le parcours visiteur, enfin à la fin les visiteurs sont très fatigués, et donc d'avoir une couleur forte comme ça les réveille. Cette section,
première sous-section est destinée à présenter vraiment la dynastie et à présenter les membres de cette dynastie qui sont suffisamment peu nombreux pour que nous puissions les présenter un par un. Car on a aussi rencontré Carole Guillaume. C'est la commissaire de l'exposition qui l'a appelée pour s'occuper de l'organisation de l'exposition. C'est une grande exposition. Alors, cette exposition est la première grande rétrospective sur l'art de l'Iran au XIXe siècle. C'est une période qui, longtemps en France, a souffert d'un certain mépris de la part des professionnels des musées, mais aussi de la part des chercheurs en histoire de l'art. Ahram Ramadran est le seul à ne pas être présenté par un portrait. C'est un personnage tout à fait intéressant et intriguant. C'est un eunuque. Pour fonder une dynastie, c'est quelque chose d'assez étrange, en tout cas à nos yeux. Et si je ne le présente pas par un portrait, c'est parce que Ahram Ramadran étant eunuque, il se considérait comme très laid. Il était probablement atteint d'une maladie de peau. Et donc on a très peu de portraits faits de son vivant. Il y en a quelques-uns, mais il y en a très très peu. Et donc nous l'avons figuré d'une certaine manière par sa couronne, qui est ici présentée, qui vient des collections du Golestan à Téhéran. Les œuvres ont été choisies dans les plus grandes collections européennes et iraniennes, mais aussi dans les collections particulières, c'est-à-dire des œuvres qui, jusqu'à présent, n'ont jamais été montrées au public, puisqu'elles sont conservées chez des particuliers. Nous avons aussi la grande chance d'avoir des œuvres qui étaient jusqu'à présent restées dans les réserves des musées, c'est-à-dire pas exposées dans les salles. Donc pour certaines, elles ont dû être aussi restaurées, c'est-à-dire réparées. Coupé, désolé. Ah oui, perceuse. On était dans le chantier et souvent on était obligé de couper au niveau du son. À chaque fois, il y avait Arnaud qui était à côté de nous pendant les interviews quand on filmait. Et à chaque fois, on recommençait. Comme ça, on pouvait s'améliorer au fur et à mesure qu'on filmait. Pendant le tournage, on rigolait bien. On est entre nous, entre potes, et on s'éclate pendant les tournages. C'était cool, il y avait une super ambiance. Ça n'a pas toujours été cool, car un jour, on a dû attendre plus d'1 heure l'arrivée d'un tapis. Il y a un plan qu'on a fait que j'ai vraiment adoré. On a galéré pendant 1 heure. Mais ça valait la peine d'attendre. Jean-Marc, tu peux le tirer pour éviter qu'il gondole, s'il te plaît. Nous avons interviewé Bruno, qui est attaché de presse au sein du musée du Louvre-Lens.
et qui nous a fait visiter les bureaux administratifs, ainsi que Mathieu qui est chargé du marketing également au musée. J'étais étonnée par rapport au musée. J'ai cru qu'il n'y avait que le musée qui travaillait, mais en fait il y avait des autres bureaux derrière et ça m'a intéressé aussi. Pour l'exposition L'Empire des Roses, on a innové au musée. C'est la première fois qu'on a fait une campagne qu'on appelle e-marketing, c'est-à-dire qu'on a fait une campagne marketing uniquement sur Internet. Pour résumer, Mathieu fait du e-marketing, c'est-à-dire qu'il fait de la publicité. Donc sur Google, si on tape Iran, ça remonte en tête de fiche. Il va voir une publicité sur l'Empire des Roses qui va apparaître. Et enfin, un troisième axe qui est là plus sur tous les réseaux sociaux, comme Facebook, comme Twitter, comme Instagram. On pourrait penser que travailler dans la pub, c'est cool, mais en réalité, c'est compliqué et très sérieux. L'axe qu'on appelle SEO. Après, il y a une campagne qu'on appelle SEA sur les expositions. Généralement, on s'adresse à plusieurs cibles différentes. Pour l'Empire des Roses, on a reçu énormément de demandes. Alors Bruno est attaché de presse, c'est-à-dire qu'il fait le médiateur entre le musée et tout ce qui est radio, télé, journaliste. Après, mon travail, c'est aussi moi d'aller au-devant des journalistes quand j'ai quelque chose à leur proposer, parce qu'il y a une actualité, parce qu'il se passe quelque chose au musée, parce qu'on a envie de faire connaître l'établissement d'une manière générale ou encore une fois une offre événementielle en particulier. Et bien, mon travail, c'est de concevoir des outils pour moi ensuite après aller contacter les journalistes. Alors quand on a été voir Bruno et Mathieu pour faire les interviews, ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps. Mais c'était les 2 interviews les plus longues. On voit qu'ils ne se sont pas trompés de métier quand ils ont décidé de travailler dans la communication. Alors ma dernière interview, c'était avec Madame Liénard, de la Fondation Total. J'étais beaucoup moins stressée avec les autres interviews, donc j'ai pris confiance en moi et tout ça. Ça m'a semblé plus facile parce que j'avais pris l'habitude. Madame Liénard, quel est votre rôle au sein de la Fondation Total ? Alors, moi je m'occupe de toute la mise en œuvre des programmes culture et patrimoine. Pourquoi avez-vous choisi de nous aider pour ce sujet du Louvre ? Alors, on part du principe chez Total que notre rôle en tant qu'acteur citoyen, c'est-à-dire qu'au-delà de notre rôle économique, notre rôle d'industriel, de production de pétrole, de gaz, d'énergie solaire, on se doit d'être acteur de la société autrement. C'est-à-dire de rendre quelque part ce que les territoires nous ont donné. Et une façon d'aider, d'être utile, c'est d'intervenir dans le domaine de l'intérêt général et c'est d'intervenir auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Alors on ne peut pas tout faire, effectivement. Donc nous, on a choisi d'aider les jeunes comme vous, qui avaient besoin d'un coup de pouce. La culture est formidable pour ça. C'est-à-dire que alors vous allez le vivre, vous allez le découvrir et on en reparlera après le projet, mais je pense que c'est un formidable tremplin pour se développer, pour développer sa curiosité, pour développer son assurance, pour développer son rapport à l'autre. Donc voilà, on espère, moi j'espère qu'on va être utile pour vous. À notre mesure, hein, évidemment. On ne va peut-être pas changer vos vies, mais en tout cas qu'on va vous apporter une expérience dont vous vous souviendrez. Voilà. Je vous remercie pour l'information. Merci à vous. Chers amis, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir une nouvelle fois. Merci d'être nombreux, d'être fidèles. Le soir du vernissage, nous avons retrouvé toutes les personnes que nous avions rencontrées lors du chantier, mais aussi les financeurs, les hommes politiques, la direction du Louvre et une foule de visiteurs. C'était le moment de sortir de l'ombre cette dynastie des Kadjar. Pour ça, nous avons réuni un tandem de choc que je tiens à saluer et à remercier. Il est formé par la commissaire Gwenaëlle Sélinger du département qui est conservateur au département des arts de l'islam du musée du Louvre et par le directeur artistique de l'exposition Christian Lacroix. Mesdames et messieurs,
Vous avez envie d'un long discours ou d'aller vite visiter l'exposition? À la fin des discours, nous avons remarqué un attroupement de personnes. Nous nous sommes approchés. C'était Christian Lacroix. Il était donc là, celui dont tout le monde parlait depuis le début. Dylan m'a mis au défi d'aller faire un selfie avec. Mais j'osais pas. Après m'avoir charrié, j'ai fini par y aller. Après le vernissage, quand j'ai vu l'exposition, j'ai été submergé par la taille de certaines œuvres. Il y avait des œuvres remplies de pierres précieuses qui brillaient de partout. Il y avait une œuvre entièrement en cristal, le candélabre. Il y a eu plusieurs styles d'œuvres, des tapis, des peintures, des objets, et il y avait une toile aussi. Le soir du vernissage, on a posé des questions aux visiteurs pour savoir ce qu'ils pensaient de l'exposition. Et c'était très intéressant parce que moi j'aime bien avoir les avis des personnes. Il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Resplendissant, on va dire, c'est très, très beau. Hein. Et ça représente bien le style iranien. Oui, on a l'impression d'être vraiment dans le palais, d'être dans un palais, d'être projeté dans le temps. Et puis d'être super bien accueilli, c'est convivial, on sillonne au milieu de ce palais, ça brille de mille feux, hein, c'est charmant, au sens ça nous charme, hein, oui, ça nous ensorcelle même un petit peu. C'est rang, vert, sang. Vous avez une œuvre particulière que vous avez remarquée? Non, parce que c'est tout, on en a plein les yeux, plein des étoiles, des couleurs, c'est magnifique. Franchement, c'est la première fois que ça fait une impression pareille. En rentrant, la scénographie et puis les œuvres, enfin, on survole, mais on reviendra hein, parce que franchement, c'est magnifique. J'ai vu certaines pièces qui vont ressembler à ces œuvres, mais jamais autant, en même temps, et puis les resituant dans un contexte politique des relations entre la Perse et la France. Je trouve ça vraiment passionnant. Puis cette scénographie, je suis émerveillée par les couleurs, moi. L'idée, c'est de l'habituer justement, à l'emmener un peu partout pour qu'il soit habitué et qu'il puisse justement apprécier l'art plus tard. Je pense qu'on a beaucoup de préjugés sur un musée en pensant qu'il faut être très intelligent pour le voir. Et c'est pas ça. C'est pas ça, il faut juste être curieux. On regarde un film étranger où on ne comprend pas tout l'anglais qui est dit dedans. On va sur Internet voir des tas de choses différentes et on ne viendrait pas dans un musée. C'est très vivant un musée. Et puis pas chercher à comprendre, juste regarder, puis dire « Ah, ça me plaît, ah ça c'est beaucoup de travail, ça... » Voilà, juste être curieux. Le soir du vernissage, ce qui m'intéressait, c'était de bouger avec la caméra. Aline nous avait dit de faire des plans fixes, mais je préférais qu'il y ait du mouvement. Ce soir-là, on était parti avec Laura et on ne s'arrêtait plus. Si moi j'avais vu une équipe de télé filmer et tout ça dans l'exposition, je me serais demandé pourquoi ils sont là et enfin je me serais posé des questions, j'aurais été curieuse. Et le fait d'être à la place justement de la caméra, de filmer et de voir les visiteurs nous regarder, se demander ce qu'on faisait là, en fait c'était valorisant pour nous, ça donnait une autre image de soi-même. Là on a eu 3 mois pour faire le film, c'était une bonne expérience d'ailleurs. Par contre, si ça serait à refaire, moi mon film il durait 5 heures avec tout ce qu'il y a dans le musée, tout ça. On irait interviewer tous les genres de métiers, la cafétéria, les agents de sécurité, les agents d'accueil, la bibliothèque et tous les métiers qu'on n'a pas eu le temps de voir.
On n'était pas les seuls à apprendre l'audiovisuel. On a retrouvé des rushs qu'on regardait pendant qu'on faisait le montage. Et on a vu Arnaud et Stéphanie en train de faire des tests et on a bien rigolé pendant ces moments-là. Non, c'est peut-être Parce que là, on est sur CH1. Après, c'est stop. Bonsoir Mélanie. Comment, Émilie? Ah bah zut, ça commence bien, tiens. Ah ouais. Après le vernissage du Louvre qu'on a passé la soirée du veille, le lendemain j'étais à Carrefour et je me promenais, j'étais avec un ami. Et, de loin, je vois quelqu'un qui ressemblait très fort à Christian Lacroix et j'arrêtais pas de le regarder. Je me suis approché vers lui et je dis excusez-moi monsieur, vous êtes Christian Lacroix? Il me dit non, on s'est tapé une barre, j'étais gêné et après je suis reparti, on n'arrêtait pas de rigoler. Après je me suis dit c'est impossible, il habite à Paris et ça m'étonnerait qu'il vienne faire ses courses à Carrefour, quoi. Ça m'étonnerait pas.